Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Mais coupe mon micro aussi, Damien. Bah excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là? Madiane sur Futur Radio, c'était All My Friends. Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr. Ah bah, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Mais oui, bien sûr, on vous partage tous les soirs, les amis, à 18h sur notre chaîne YouTube, 18h tapante. Attention, des replays, voilà, de l'émission qui s'est passée la semaine qui précède les replays quand ils sont publiés. C'était très compliqué pour dire quelque chose de très simple. Et la semaine précédente. Et exactement. Et donc les amis, si vous souhaitez être informés de quand les replays sortent pour pouvoir les visionner, eh ben vous abonnez tout simplement à notre chaîne YouTube, Les Chacals. Et mettez la cloche. Et mettez la cloche. Voilà, Damien, c'est pas compliqué. Dès que je dis le mot abonné, lui il répond. Mettez la cloche. Voilà, c'est facile. On réessaye un coup. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Voilà, c'est automatique. Et donc vous vous abonnez comme je disais. Et ça marche pas. Mettez la cloche. Et comme ça, tout ça pour vous dire qu'à 18h, eh bien, vous êtes notifié d'une nouvelle vidéo qui sort tous les jours. Si vous êtes abonné, mettez la cloche. Voilà, ça marche même quand lui-même le dit, c'est ça qui est génial. Alors les amis, on est en interview ce soir avec Émile de la chaîne Chez Papa Papou. Émile, ça va bien ? Ça va toujours super. Eh bien écoute, on est ravis en tout cas de t'avoir avec nous et on va je vais reprendre mes feuilles avec les questions. Et alors du coup Émile, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ta chaîne? Qu'est-ce que tu fais dessus? Voilà, dis-nous tout. Donc je m'appelle Émile, j'ai 31 ans et avec mon mari Yo, nous sommes les heureux papas d'un petit Arsène qui a maintenant 3 ans et aussi d'une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Chez Papa Papou. Chez Papa Papou, donc sur laquelle du coup tu partages un petit peu ton expérience de papa justement. C'est ça, on parle de nos histoires de parentalité, ce qu'on découvre au fur et à mesure de du quotidien en fait avec notre fils et puis les surprises que réserve la parentalité, donc sur un ton léger et on essaye drôle parfois sur quand on commence à se demander quand on cherche le prénom ou alors quand on doit changer les couches ou quand on doit donner le bain, toutes les petites anecdotes de parentalité ou sur les noms de vêtements pour enfants qui sont quand même des exploits de marketing complètement. De puriculture. c'est tout à fait vrai ça. Et pourquoi avoir monté une chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter cette chaîne? En fait, on trouvait que l'homoparentalité était pas trop représentée dans les médias, ou alors c'était uniquement l'objet de débats d'experts en plateau télé pour ou contre, en gros. Et nous, on voulait montrer l'homoparentalité vécue, telle qu'on la ressent et telle que on la vit simplement au quotidien, et montrer la réalité des familles homoparentales en France. Et on avait d'autant plus cette idée que suite à 2013 et au débat autour du mariage pour tous, avec la manif pour tous et toutes les horreurs qu'on a pu entendre dans les rues, l'idée c'était de reprendre cette parole qui avait été un petit peu confisquée pour montrer que on avait finalement une vie de famille tout à fait banale et que les familles homoparentales existaient déjà depuis très longtemps en France et que les enfants étaient plutôt heureux et qui est très très proche de leurs camarades de classe à l'école notamment. Et est-ce que le nom de la chaîne, donc Chez Papa Papou, il y a une signification particulière ou pas du tout? Comment ça t'est trouvé tout simplement parce que moi c'est Papou et mon mari c'est Papa. Voilà, c'est tout simplement. Et l'idée c'était Chez Papa Papou parce qu'on fait rentrer un peu les abonnés YouTube un peu dans notre quotidien, puisqu'on raconte nos histoires de parentalité. Donc voilà, l'idée c'était de les faire rentrer un peu chez nous, donc c'est pour ça Chez Papa Papou, okay. Et aussi évoquer des livres jeunesse, puisqu'on parle pas mal de ça sur la chaîne aussi, des livres qui luttent contre les stéréotypes de genre. Donc l'idée c'était de faire une chaîne YouTube sur l'homoparentalité et donc Chez Papa Papou. Alors, il y a un an, tu as lancé une série de 8 vidéos, donc le Tour de France des familles, avec Committed. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept, s'il te plaît ? L'idée c'était toujours dans la lignée de la chaîne YouTube. J'en avais un peu marre d'être toujours devant la caméra, donc j'avais une lubie, c'était un peu de retourner la caméra pour essayer de filmer d'autres familles aussi. Donc avec deux mamans, avec deux papas, avec deux mamans et deux papas, ou alors aussi avec des parents transgenres aussi. Pour montrer aussi leur réalité, puisqu'ils avaient à dire sur leur famille, sur
le parcours souvent quand même semé d'embûches pour accéder à la parentalité et puis pour réaliser ce rêve qui est d'avoir des enfants, surtout quand on est en France. C'est parfois assez compliqué. Il y a des familles et des futurs parents, des couples homosexuels qui sont vraiment démunis et qui ont vraiment ce désir d'être parents. Donc l'idée, c'était de montrer toutes ces familles-là pour normaliser aussi la réalité de ces familles et puis faire de la visibilité, puisque ces familles, elles subissent aussi beaucoup d'homophobie ou de transphobie, essentiellement parce qu'en fait, par méconnaissance, comme sur beaucoup d'autres thèmes. Et l'idée, c'était de montrer, de les montrer pour les visibiliser. Et parce que du fait de leur petit nombre, finalement, elles restaient un peu invisibles dans la société française. Et donc l'idée, c'était de braquer un peu les projecteurs, et surtout de leur donner la parole, puisqu'elles ont plein de choses intéressantes à nous dire. Et donc ceux qui te suivent savent que tu veux lancer effectivement une deuxième saison du Tour de France des familles. Et on sait aussi que tu as lancé un Ulule. Pour ça, est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus ? Oui, c'est ça. Il y a un Ulule qui est lancé depuis maintenant un bon mois. L'idée, c'est de continuer de faire des portraits de famille un peu partout en France, en fait. Et donc là, on vient d'atteindre les 100%, donc on est même au-delà des 110% de financement. Donc c'est sûr, maintenant, les nouvelles vidéos vont avoir lieu. Enfin voilà, la série qui s'intitule cette fois Parentalité LGBT+, va pouvoir voir le jour. C'est top. Donc voilà, donc là, on mobilise, il reste plus que 3 jours de collecte pour essayer d'atteindre les 150% et pouvoir faire plus de vidéos, c'est-à-dire passer de 6 vidéos à 10 vidéos. Puisque ça fait d'autant plus de visibilité et de diversité dans le type de famille rencontrée. Et justement, en parlant de ces familles, comment ça se passe ? C'est toi qui les repères ou ils te contactent directement ? Ou peut-être les deux ? Un peu les deux. Ouais. Je fais souvent des appels à témoins aussi sur des profils de famille qui sont plus compliqués à déceler et à trouver en France, notamment autour de la coparentalité. Pas évident de trouver, parfois déjà de trouver les parents et leurs enfants qui veulent bien témoigner, c'est pas évident, mais quand il faut trouver 4 parents, dans la même famille pour témoigner, c'est encore plus compliqué. Parfois ils viennent d'eux-mêmes vers moi pour m'envoyer leurs photos, dire qu'ils ont envie aussi de participer, de témoigner pour donner de l'espoir à d'autres parents et d'autres futurs parents. Ok. D'accord, en tout cas c'est un bien beau projet. En tout cas, moi j'ai regardé toute la saison 1 cette semaine là pour préparer l'émission et c'est vrai que les témoignages sont vachement intéressants et ouais, franchement, rien de plus à dire. C'était vraiment intéressant à découvrir et à voir. T'as d'autres concepts de ce genre ou complètement différents que tu aimerais développer sur ta chaîne ? D'ailleurs, t'as déjà plusieurs formats sur ta chaîne, mais peut-être que t'as déjà d'autres idées en tête ? Ouais, sur la chaîne, il y a plusieurs formats. Il y a des formats plus chroniques, analyse de notre parentalité, plus dirigés autour de l'humour et tout ça. Il y a aussi des comme je le disais tout à l'heure, des chroniques de livres jeunesse. Donc c'est notre bouillon de puériculture où on montre justement des livres qui essaient de lutter contre les stéréotypes de genre, avec des petits garçons qui ont le droit de porter du rose ou de mettre des robes ou de s'occuper des bébés et des filles qui ont le droit d'être des chevalières ou des princesses rebelles, etc. Donc il y a déjà ça sur la chaîne. Il y a aussi une rubrique qui s'appelle Presse Purée où on décortique un peu justement les magazines tels que Parents, Magique Maman, enfin voilà les magazines destinés à la parentalité. Qui sont souvent dans les kiosques des magazines destinés plus à la maternité. Donc voilà, on essaie de parler un peu de ça, de décortiquer un peu ça. Et puis il y a aussi d'autres rubriques comme le Talk où on va voir d'autres youtubeurs ou d'autres personnalités pour réaliser des interviews. Il y a différents formats comme ça. Et puis là, j'aimerais développer un nouveau format autour d'une battle de papa, en fait, des genres de défis déjantés entre différents papas. Par caméra interposée. Donc voilà, je suis en train de plancher là-dessus. Battle de papa. Préjugés. Ça va être de papa. ouf. J'ai hâte de voir ça. Comment votre entourage, donc à tous les deux, a réagi quand vous leur avez dit que vous vouliez être papa, quand vous leur avez annoncé que vous avez envie de faire des démarches pour soit adopter, soit aller à l'étranger du coup pour faire ces démarches-là? Super. Enfin, franchement, ils étaient ravis d'être grand-père, d'être grand-mère, d'être tata, tonton. Non, et tout le monde était super heureux et nous a soutenus dans nos démarches. Nos mamans respectives sont même venues avec nous aux États-Unis lors de la naissance de notre fils. Donc ils ont fait le voyage. Donc on était super bien entourés et puis c'est un projet d'amour. Donc tout le monde a épousé notre projet, l'a compris et nous a accompagnés dedans. D'accord. Alors, en plus de ta chaîne, tu fais aussi des conférences où tu parles d'homoparentalité. Est-ce que tu as des dates prévues prochainement ?
Alors là, il n'y a pas de tournée prévue de chez Papa Papou Sur les Zéniths. sur les routes, mais il y a un festival du film LGBT à Grenoble en mars 2020 qui s'appelle Vue d'en face, sur lequel je vais participer, notamment projeter des vidéos de rencontres avec des familles que je suis déjà allé voir en France. Pour l'instant, il y a ça de prévu. Après, il y a des choses qui se prévoient parfois la semaine précédente ou en fonction des opportunités de l'actualité ou des manifestations des associations aussi qui me sollicitent. Donc voilà, pour l'instant, tout est ouvert, mais dès qu'il y aura éventuellement une date d'une prochaine conférence, je la posterai évidemment sur mes réseaux. D'accord, écoute, Parfait. si on le voit passer, évidemment, on pourra aussi relayer l'information Avec sans plaisir. souci. Alors, on a reçu quelques messages du côté des auditeurs, Clem. Oui, alors, celui par lequel je vais commencer est d'abord très cordial, nous dit bonsoir les chacos et chez Papa Papou. Sauf Bonsoir. que je sais pas si on t'a déjà fait la remarque que chez Papa Papou ressemble à chez Tati Tatou. Oh, n'importe. Mais il se trouve que ça troll un peu dans les messages parfois et ça nous dit chez Papa Papou avec des petites notes de musique et des trucs comme C'est ça. des accros à la pub, c'est pas possible. Complètement. Chez Papa Papou. Chez Papa Papou. Au moins c'est fait, c'est bon. Si Maintenant, chez Papa c'est dans les Papou, messages c'était pas là aussi. avant chez Tati Tatou, hein. Il faudrait vérifier, mais nous on Exactement. date de 2016. Hein. Exactement. Voilà. Non mais au moins voilà, il a été fait. Maintenant on l'oublie, on le sort du studio et on n'en parle plus. Alors je vois donc on a d'autres messages Clem qui sont arrivés également. Oui, alors, tiens, Max qui nous dit salut Émile, salut les chacals, je voudrais savoir combien d'enfants Émile et son mari aimeraient avoir si vous avez d'autres projets aussi. Tiens. En relation avec votre sondage du jour. c'est C'est ça. C'est voilà. Ouais. Bah nous on aimerait bien donner un petit frère ou une petite sœur à Arsène, c'est sûr. Après, pour l'instant on se relancerait pas dans l'aventure d'une gestation pour autrui aux États-Unis. Dans toute l'énergie qu'elle représente aussi. Nous, notre premier projet, c'était l'adoption en France. Donc, on a l'agrément depuis 2015 maintenant. Donc voilà, on aimerait bien, par ce biais-là, de l'adoption, donner, agrandir la famille, en fait. D'accord. Et j'avais une petite question. Combien de temps s'est écoulé entre vos premières démarches pour votre premier fils jusqu'à on va dire l'aboutissement du projet? Ça a été très long ou Environ 2 ans. 2 ans? Ah quand Donc, même. pas excessivement long par rapport à d'autres parcours de procréation. C'est pas excessivement long parce que nous, le transfert de l'embryon, tout a fonctionné du premier coup et puis il n'y a pas eu de gros soucis pendant la gestation. Donc en fait, notre parcours a été plutôt rapide pour ce qui concerne la GPA éthique aux États-Unis. Pour l'adoption, pas très rapide puisqu'on est dans le dossier depuis 2015 et que l'agrément en France est valable 5 ans. Donc ça veut dire que l'année prochaine, en 2020, on va devoir renouveler et recommencer toutes les démarches de zéro en fait. Donc voilà. Mais en tout cas pour Arsène, pour le projet aux États-Unis, ça a mis 2 ans. Oh là là, c'est une vraie tannée, n'empêche. 2 ans pour. Enfin, même si tu dis que manifestement c'était pas si long que ça, enfin j'imagine aussi du coup ceux pour qui c'est encore hyper plus long. long. Ouais. Mais c'est une Oui, tannée. quoi. il y a des couples que je connais pour qui ça a mis 5-6 ans, voilà, parce qu'il y a des problèmes médicaux ou Ouais, ça aide pas non plus. enfin voilà, il y a plein d'embûches quand on veut devenir parent, quand on est gay, et ou lesbienne, ça c'est clair. Eh ben on va continuer en tout cas d'en parler avec toi bien sûr toute cette soirée. On continue de prendre vos questions au 07 712 08 910 pour les SMS par exemple, hashtag les chacals aussi sur Twitter. Je lis rapidement un petit message qui est arrivé par rapport à ce qu'on racontait tout à l'heure parce qu'on a Watt, Damien, qui te demande quelque chose. Oula. Sur Twitter, il te demande est-ce que ça marche aussi avec un tweet. Il a écrit derrière abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez la cloche. Voilà. Attends, faut que j'ai pas du tout suivi. Attends, mais Ça marche pas encore au quart de C'est- tour. Non, ça mais va. c'est en rodage. Voilà, C'est en faut le rodage. roder un petit Humain, peu. faut lui Et moi je peux pardonner. l'embaucher pour ma chaîne YouTube, mettez la cloche ou pas? Mettez Ah la bah cloche. écoute, on À la fin enregistrera des vidéos. Damien. Je t'enregistre un petit son, mettez la cloche et tu le mets si Ah, tu veux à la super, fin des merci. vidéos. Génial. Il y a des royalties. Oh bah dis donc pour un mettez la cloche, merci bien.
Alors, on va reprendre un petit peu les questions, les amis. Merci Damien pour ce Question un peu plus traditionnelle. Voilà, exactement. Alors, et donc justement, bah voilà, j'ai encore perdu mes questions. Non, c'est bon, je les ai là. Alors, Émile, tu es sur YouTube depuis juillet 2016. Qui est-ce que tu suis toi-même sur YouTube? Est-ce que tu es abonné à des chaînes comme ça que tu regardes un petit peu? Oui, pas mal. Oui, il y a des chaînes que je suis, notamment des chaînes de youtubeurs LGBT+. D'accord. Je pense à PL Cloutier, qui est quand même assez connu, youtubeur made in Montréal. Il y a aussi Monsieur Wild, qui est un youtubeur gay qui parle en langue des signes française, en fait. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ton regard de gay sourd, voilà, parce qu'on en parle assez peu. Il y a aussi Miss Cordelia, qui est une booktubeuse aussi, qui fait des choses très sympas, notamment sur la littérature LGBT. Et après, je suis aussi plein d'autres chaînes, mais notamment un youtubeur qui s'appelle Ronan au théâtre et qui fait des chroniques de pièces de théâtre, puisque maintenant que je suis parent, je ne peux plus sortir ni au cinéma ni au théâtre, tout ça. Donc grâce à lui, je renoue un peu avec la culture des pièces de théâtre et des différents spectacles qui peuvent se faire en ce moment. Et après, c'est vrai que je suis aussi pas mal podcast. Au-delà de YouTube, donc j'écoute pas mal de podcasts, notamment un podcast sur le genre qui s'appelle Les couilles sur la table. Ah, formidable nom. Il parle justement de déconstruction de toutes les formes de masculinité et qui les interroge justement. Et très intéressant. D'accord, c'est vrai qu'on parle beaucoup de YouTube, mais du podcast, il y a mine de rien des émissions qui sont aussi vraiment très très intéressantes dans le domaine du podcast, donc, et puis en plus en plein essor en ce moment, donc c'est the truc du moment, quoi. Donc tout à l'heure on a un peu parlé de ton projet là qui a été enfin concrétisé avec plus de 110% de financement sur Ulule. Comment on peut te soutenir, que ce soit financièrement ou autre, pour ta chaîne en dehors d'Ulule? Alors en dehors d'Ulule, donc qui est vraiment pour faire des portraits de familles homoparentales et transparentales en France, il reste 3 jours, donc on peut encore soutenir sur le projet Ulule pour essayer de faire plus d'épisodes à la série. Pour la chaîne YouTube, effectivement, il y a une page Tipeee qui existe, qui est une petite cagnotte pour élaborer les contenus au quotidien de la chaîne YouTube et permettre de dégager du temps aussi pour réaliser ces vidéos-là. Voilà, donc on partagera Ulule. Sur Tipeee, c'est chez Papa Papou aussi. Eh ben écoute, je suis en train justement de le chercher pour le relayer sur Twitter. Comme ça, les gens ils pourront directement retrouver le Tipeee, ça sera plus simple. On va faire un petit tour, Clem, si tu le veux bien, du côté des questions des auditeurs. Ouais, donc je vais commencer par une question qui est un peu en rapport avec ce dont on vient de parler. Quelqu'un qui n'a pas signé mais qui demande: est-ce que tu te lancerais à 100% sur YouTube ou est-ce que tu garderais un métier à côté, par exemple? Ah non, c'est pas possible. Non, j'ai un métier à côté. Non, c'est pas possible. Enfin, moi, je suis pas du tout un gros youtubeur, donc je fais pas un volume de vidéos énorme et j'ai pas les revenus générés par la publicité qui pourraient suivre. Non, moi typiquement ça me rapporterait rien du tout, donc non, c'est pas une option, quoi. Depuis le début de la chaîne, je crois qu'en tout, en termes de publicité, ça a dû me rapporter $70, donc depuis 2016, voilà, donc en 4 ans. D'accord. Donc en 3 ans et demi. Donc voilà, donc c'est pas ça qui pourrait c'est sûr. Payer mon prêt. Effectivement, 70 en 3 ans, bon, c'est vrai que pour vivre, c'est un peu compliqué, hein, donc, surtout qu'en plus, YouTube en ce moment, les revenus, c'est pas très la joie. Oui, voilà, ça baisse beaucoup. Et puis, il y a aussi tous les contenus LGBT qui sont régulièrement, pas forcément censurés, mais démonétisés ou invisibilisés par la plateforme. C'est-à-dire que dans les suggestions de recherche, on les voit beaucoup moins. Ce qui est un peu dégueu. Dès lors que dans les hashtags ou dans le référencement qu'on a pu mettre dans les tags sous la vidéo, si on a mis LGBT enfin voilà, généralement on décrit le sujet de la vidéo, donc forcément on retombe sur ces thèmes-là. Donc dès lors qu'il y a ces mots-clés-là, c'est vrai que souvent les contenus disparaissent un peu sur YouTube, donc effectivement c'est d'autant plus compliqué. D'accord. Un autre petit message, Clem? Ouais, un peu dans le thème des médias sociaux comme ça, j'ai Anthony qui nous dit: avec des influenceurs LGBT d'un côté, mais aussi des conservateurs de l'autre, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont quand même plutôt une bonne influence sur les mentalités? Wow, à ce sujet. Je pense que ça dépend desquels, mais effectivement, Twitter n'est sans doute pas le meilleur, étant donné qu'il
qui ne fait absolument rien dès lors qu'il y a des propos. Ça donne moi, l'impression qu'on que puisse c'est la guerre. Ouais. Twitter, c'est. Non, Ah, mais c'est la cata, hein. C'est terrible. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu le caniveau au niveau de tous ceux qui ont des choses, enfin qui ont des problèmes sans doute eux-mêmes avec leur sexualité ou pour aller faire chier, en gros, celle des autres. Enfin bref. Donc oui, effectivement, sur Twitter, il y a un gros problème, étant donné que même quand on signale, les choses ne disparaissent pas, et puis on sent qu'il n'y a pas de volonté de Twitter de faire changer les choses pour rester un peu le réseau social où on peut tout dire, y compris le plus immonde. Malheureusement. Et moi, ce qui me rend ouf sur Twitter, c'est que c'est là où tu peux lancer le plus de conneries. C'est là où c'est pas du tout censuré et tout. Mais alors, c'est celui qui marche le mieux, par contre. Comment ça? Bah, à côté, Facebook qui censure énormément, qui interdit beaucoup de choses et tout, bah, il est en déclin. Enfin, Facebook, oui, d'accord. c'est amené, perso, Oui, à justement, disparaître. je pense que Twitter joue là-dessus, justement. Ouais. Mm. Ouais, mais c'est Sauf sur ce la pub. côté, Non, mais justement, on veut faire aucune loi et on veut pas du tout intervenir justement dans ce qui se dit pour conserver cette liberté qui permet à tous les extrémistes de venir se défouler. Et sauf que bah voilà, c'est pas forcément une bonne chose. Bon, hein. bref. On sent Mathieu. Non mais t'as raison. Enfin, c'est quand même un site important qui génère énormément de monde. Je trouve ça inadmissible que niveau de modération, ça soit quasi nul. Bah C'est pas nous tout pour à en fait. C'est peut-être pour ça que j'y vais jamais en même temps. Voilà. Non mais effectivement c'est un débat dans le sens où t'en as beaucoup qui vont derrière dire oui la liberté d'expression machin chose, sauf que moi comme j'aime bien dire c'est que la liberté d'expression c'est pas un droit absolu, c'est-à-dire que t'as pas le droit de dire Ça tout ce que tu s'arrête veux. ou là quand tu fais du mal aux autres, enfin ça s'arrête. Exactement. Enfin, il y a une limite à tout. Voilà. Exactement.